L'actualité, le journal magazine, c'est avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. À la une de cette édition, le débat au Likoud pour l'organisation de primaires. Gideon Sa'ar était favorable à un scrutin express. Pas question, lui a répondu hier soir Benyamin Netanyahou, qui préfère attendre 6 semaines. On y revient juste après les titres. Israël, où la menace iranienne est toujours suivie de très près. Hier, des responsables américains étaient dans le pays. Ce sera le zoom de cette édition. Et puis en France, Édouard Philippe a présenté ce matin un très attendu plan contre les violences conjugales. Radio J. C'est une victoire en demi-teinte, un succès mitigé pour Gideon Sa'ar. Il y aura bien des primaires au Likoud, mais pas dans l'immédiat. Le principal rival de Benyamin Netanyahou au Likoud cherche depuis plusieurs semaines à imposer une élection interne pour la gouvernance du parti. La triple inculpation de Benyamin Netanyahou jeudi soir a accéléré cette démarche. Hier, Gideon Sa'ar a donc demandé au chef du comité central du Likoud, Chaim Katz, d'organiser dans les plus brefs délais une primaire. Son objectif, contester la domination de Benyamin Netanyahou avant le 11 décembre, soit la date limite accordée aux députés de la Knesset pour présenter au président de l'État, Reuven Rivlin, le nom d'un candidat susceptible de rallier une majorité d'au moins 61 élus. Gideon Sa'ar est en effet persuadé d'être capable de former un gouvernement d'union nationale avec le mouvement Kahol Lavan de Benny Gantz et d'éviter ainsi une 3e élection en un an. On attendait donc la réaction de Benyamin Netanyahou, que l'on sait très méfiant à l'égard de ses tentatives de fragilisation de son pouvoir. Sa réponse a été dévoilée hier soir. Oui à des primaires, mais pas tout de suite. Le Premier ministre sortant a indiqué à Chaim Katz qu'il n'autoriserait pas, en tant que chef du parti, l'organisation de primaires express pour le leadership du Likoud, une élection qui serait contraire au statut du parti selon lui. Benyamin Netanyahou a néanmoins concédé d'organiser des primaires, mais dans 6 semaines, soit après la fin du délai accordé aux députés pour tenter de former une coalition. C'est dans ce contexte très tendu au sein du Likoud que Gideon Sa'ar a pris la parole ce matin. Il était l'invité de la radio israélienne Reshet Bet, au micro de laquelle il a fait part des menaces qui pesaient sur sa famille. On l'écoute. Je suis malheureusement forcé aujourd'hui d'affronter une campagne d'incitation et de calomnie contre moi et ma famille. Des menaces, y compris des menaces d'actions violentes. Vous avez donné l'exemple du rassemblement organisé ce soir à Hod Hasharon. Il y a des gens qui écrivent à visage découvert: nous allons faire exploser ce rassemblement. Aujourd'hui, la situation politique est claire. Netanyahou est bloqué politiquement, comme nous l'avons vu après 2 élections. Il ne peut pas former de gouvernement. Et je le regrette, il ne pourra pas former de gouvernement, même en cas de 3e élection. Et il ne peut pas malheureusement réaliser ce qui est à mes yeux la chose la plus importante aujourd'hui, unir le peuple. Responsable du Likoud d'avoir pris position sur les primaires, Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem, est hostile à un scrutin express. Et ce candidat putatif à l'après-Netanyahou est au cœur d'une passe d'armes avec Gideon Sa'ar, qui a rappelé à son adversaire son passé au sein du mouvement Kadima. Une rivalité qui n'a pas échappé aux médias israéliens, comme nous l'explique Olivier Graninik dans sa revue de presse pour notre partenaire Kalita. Le parti est en ébullition, explique ce matin Yehuda Schlesinger dans l'Israël Hayom. Sa'ar contre certains députés du Likoud et plus particulièrement Gideon Sa'ar contre Nir Barkat. C'est le titre du Israël Hayom ce matin. Roche Béroche, face à face. Titre donc le quotidien ce matin. Sa'ar mène une opération qui vise à destituer Benyamin Netanyahou, déclaré hier Nir Barkat. Israël Hayom ajoute que l'ancien maire de Jérusalem a présenté, lui, une solution alternative. Des primaires, oui, mais pas pour la direction du parti, mais pour élire un vice-président du parti qui pourrait remplacer Benyamin Netanyahou si celui-ci était inculpé par un tribunal. Le Maariv ajoute qu'une manifestation de soutien à Benyamin Netanyahou aura lieu mardi à Tel Aviv. Soutien total au Premier ministre, c'est ce que déclarent certains membres du Likoud. À la veille de cette manifestation, le Maariv aussi nous parle de ceux qui ne parlent pas au sein du Likoud. Ces ténors qui restent pour le moment encore silencieux. La mise en examen de Benyamin Netanyahou en fin de semaine dernière n'a pris pas pour l'instant éclairci l'avenir politique du pays. À gauche comme à droite, si on scrute l'avancée des discussions au sein de la Knesset, on se projette déjà sur la perspective d'un nouveau scrutin en mars 2020. Et en attendant, il est beaucoup question de droit en Israël et considérations juridiques dominent les débats. Notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine, nous explique pourquoi.
Combien de recours peut-on faire entrer à la Cour suprême en moins de 16 jours ? Ce qui commence comme une devinette avec des éléphants dans une 2 chevaux est en train de devenir une réalité pour les politiciens et les juristes israéliens. Depuis jeudi et l'annonce, en l'espace de quelques heures, du dernier délai légal pour former le gouvernement et de l'inculpation de Benyamin Netanyahou, les questions juridiques surgissent avec l'intensité d'une éruption volcanique. Alors pourquoi 16 jours ? Parce que la Knesset a jusqu'au 11 décembre minuit pour désigner à la majorité absolue un candidat pour la formation de la coalition. Ce qui pose déjà un certain nombre de questions qui seront différentes une fois ce délai atteint et selon qu'il y aura un gouvernement ou de nouvelles élections. Samedi soir, Benny Gantz a appelé les élus du Likoud à le rejoindre pour former un gouvernement d'union, un appel plus rhétorique que réaliste puisque les députés conservateurs ne vont pas lâcher leur chef sur un claquement de doigts. Ce qui n'empêche pas le Likoud de se poser ses propres questions qui relèvent à la fois de l'interprétation de la loi et de ses propres statuts. Le Parti conservateur israélien est en effet l'un des derniers, avec les travaillistes et Meretz, à fonctionner sur un système démocratique et n'a jamais renversé son chef. Le seul moyen de remplacer Benyamin Netanyahou à la tête du Likoud passerait par la tenue d'élections primaires sur la décision du comité central. Le député Gideon Sa'ar l'a demandé, mais il reste pour l'instant en minorité au sein du parti, toujours massivement derrière son leader. De plus, le conseiller juridique du Likoud a précisé qu'il n'y avait aucune raison de convoquer des élections primaires si la Knesset n'est pas dissoute. Par ailleurs, qui peut imposer à Benyamin Netanyahou de démissionner de son poste de chef de gouvernement alors que la loi l'autorise à rester en place jusqu'au jugement définitif ? La Cour suprême aura sûrement à statuer sur la question, à la requête de ceux qui diront que le principe vaut seulement pour un Premier ministre qui tire sa légitimité législative et pas quand il dirige un gouvernement de transition. Mais il n'est pas certain que les juges s'engagent sur cette voie périlleuse qui pourrait apparaître comme un abus du pouvoir judiciaire contre l'exécutif. Les juges de la Cour suprême ont d'ailleurs déjà entamé leur marathon en rejetant hier une requête présentée par le Mouvement pour la qualité du pouvoir qui réclamait la démission immédiate de Benyamin Netanyahou des 5 portefeuilles ministériels qu'il détient en plus de la tête du gouvernement. La question est actuellement à l'étude dans les services du conseiller juridique du gouvernement qui ont demandé le temps de formuler leur avis, mais nul doute que la question sera de nouveau posée quand ils auront donné leur opinion. La bataille judiciaire et politique contre Benyamin Netanyahou est ouverte et elle ne fait que commencer. On va marquer une page de publicité, on se retrouve dans une poignée de secondes. 2 minutes pour comprendre aujourd'hui, consacrées aux nombreuses visites ces derniers jours de responsables américains en Israël. Hier, c'était le chef d'état-major interarmé américain, le général Mark Milley, qui était reçu par son homologue israélien Aviv Kochavi. Benyamin Netanyahou n'était pas présent. Il se trouvait en effet au même moment sur le plateau du Golan, près d'une semaine après les affrontements sur le front nord. Israël a mené, vous vous en souvenez, un raid aérien de grande ampleur en réponse à l'envoi de tirs de roquettes depuis la Syrie par la force Al-Quds des gardiens de la révolution iranienne. Et Benyamin Netanyahou a indiqué hier que l'Iran prévoyait de nouvelles attaques contre Israël. Nous empêcherons cette agression en œuvrant pour contrecarrer la tentative de l'Iran de transformer l'Irak et le Yémen en base de lancement de missiles et de roquettes pour attaquer Israël, a mis en garde le Premier ministre sortant, qui était accompagné du chef d'état-major adjoint, le major général Eyal Zamir, et du chef du commandement nord de Tsahal, le major général Amir Baram. Naftali Bennett était également présent sur le plateau du Golan. Le nouveau ministre israélien de la Défense a également menacé Téhéran. Les forces terroristes iraniennes n'ont rien à faire en Syrie, a-t-il déclaré. Elles n'y trouveront qu'une offensive musclée de notre part. Un rappel à l'ordre explicite et répété adressé au régime iranien qui ne doit rien au hasard et qu'il faut probablement mettre en relation avec la présence de responsables américains dans le pays ces dernières semaines. Avant Mike Milley hier, c'est le chef du CENTCOM, le responsable de la défense américaine au Moyen-Orient, Kenneth McKenzie, qui avait atterri à Tel Aviv au début du mois de novembre. C'était un événement dans la mesure où seul son prédécesseur avait déjà mené une visite dans l'État hébreu. Samedi, le général McKenzie a alerté sur les intentions iraniennes 2 mois après la vaste attaque des forces iraniennes contre des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite. Il est très possible qu'ils attaqueront à nouveau, a déclaré le chef du CENTCOM, une situation inadmissible pour Jérusalem qui se prépare à tous les scénarios, y compris à un affrontement de grande ampleur contre l'Iran et ses alliés. De là à voir dans ces visites de responsables américains la volonté de Washington de s'assurer une coordination avec les Israéliens
israélien dans un dossier hyper sensible. Tout à fait possible, écrit Anna Aharoneim dans le Jérusalem Post aujourd'hui. Pour cette journaliste, ces déplacements rappellent ceux menés en 2012 par d'autres chefs militaires américains. À l'époque, l'administration de Barack Obama s'activait pour empêcher Benjamin Netanyahou de mener une frappe préventive contre des sites nucléaires iraniens. Et le président américain s'y employait en dépêchant régulièrement des militaires en Israël pour mener des discussions avec leurs partenaires israéliens, une démarche que les Américains ont fini par qualifier de babysitting. On continue avec le reste de l'actualité en Israël. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. Merci de nous avoir rejoints. On démarre avec cette actualité à Tel Aviv, puisque ce n'est pas seulement dans cette grande ville israélienne que les bus circuleront bientôt le Shabbat. D'autres villes suivent le mouvement. Selon la radio Cannes, les villes concernées seront Hod Hasharon, Herzliya, Rishon LeZion, Bat Yam et Kfar Saba. Dans un premier temps, ces transports seront gratuits pour les passagers. Certains quartiers à population mixte, laïque et religieuse n'ont pas encore officiellement approuvé le projet, alors qu'ils tentent d'éviter les affrontements avec les factions religieuses, juste avant que le vote sur le budget annuel du conseil municipal ne commence. Une bonne nouvelle avec de bons chiffres pour l'emploi en Israël. Le taux de chômage dans le pays a été de 3,4% au mois d'octobre, ce qui constitue le taux le plus bas depuis 41 ans, a annoncé aujourd'hui le Bureau des statistiques. Un joli record. Le directeur de l'organisation Human Rights Watch pour Israël a été expulsé du pays aujourd'hui. Il s'agit d'Omar Shakir, à qui l'État hébreu reproche d'être un militant actif du BDS. Israël ne met pas Omar Shakir dehors, son visa n'est pas renouvelé, estime Gerald Steinberg de l'organisation NGO Monitor, ajoutant que c'est une pratique standard, toutes les démocraties le font. Israël a refusé de renouveler son visa fin 2018, l'accusant de soutenir le BDS, ce qu'Omar Shakir nie. Au Liban, des affrontements entre des hommes du Hezbollah et des manifestants ont eu lieu cette nuit. Ils ont attaqué des manifestants anti-gouvernementaux à Beyrouth et l'armée s'est interposée pour calmer la situation. Peu avant minuit, des hommes sont arrivés à pied et sur des motos sur une place de Beyrouth où des manifestants pacifiques avaient établi un barrage bloquant une importante avenue de la capitale libanaise. Selon les images télévisées, ces hommes ont lancé des insultes à l'adresse des protestataires et ont scandé des slogans à la gloire des chefs du Hezbollah et d'Amal, deux mouvements chiites libanais. Puis ils ont attaqué des manifestants. Ceux qui se tenaient sur le barrage ont commencé à scander « Pacifique, Pacifique ». Des renforts des forces de sécurité et de l'armée se sont déployés en nombre entre les deux camps. Les contre-manifestants chiites se sont aussi rendus non loin de là sur un centre de rassemblement des protestataires et ont détruit des tentes installées par les manifestants, a rapporté une chaîne de télévision locale. Dans un tout autre registre, Gabriel, votre histoire du jour nous emmène à Rome où une rue a changé de nom et pas n'importe laquelle. Initialement nommée en l'honneur de scientifiques italiens qui ont signé le manifeste antisémite de 1938, un manifeste racial, 2 rues ont été inaugurées en l'honneur de 2 érudites juives pionnières. Une 3e rue a été renommée au nom d'un professeur antifasciste, l'un des rares universitaires à avoir refusé de prêter serment de loyauté au dictateur Benito Mussolini. Les rues de la capitale italienne portaient auparavant le nom du psychiatre Arturo Donaggi et du biologiste Eduardo Zavatari qui avait défendu l'idée du racisme scientifique. Le manifeste qu'ils ont tous deux promis avec d'autres éminents érudits italiens est devenu le fondement idéologique et pseudo-scientifique de la politique raciale du régime fasciste de Mussolini. Quelques semaines après la publication du manifeste, le régime adopta une législation anti-juive, un équivalent italien des lois nazies de Nuremberg. Les rues de Rome portant les noms de Donaggi et de Zavatari ont été renommées au nom d'Enrica Calabresi, Nella Mortara et Mario Carrara. Nous devons apprendre l'histoire pour comprendre qui nous avons été et ce que nous voulons être, a déclaré la maire de Rome, Virginia Raggi. Une décision importante de la municipalité de Rome. On va continuer avec le reste de l'actualité dans un court instant. Ne bougez pas, on revient après une page de publicité. Radio J, 94.8. Bonjour, c'est Michel Drucker. Je suis très fier d'être cette année le parrain de l'appel national pour la Tzedaka. La solidarité, c'est notre responsabilité. C'est notre part d'humanité. C'est notre fierté. C'est notre identité. La solidarité, c'est formidable. Envoyez vos dons à FSJU Tzedaka. 39 rue Broca, 75 005 Paris ou sur tzedaka.fsju.org. Radio J, 14h17, la suite du journal. Steve Nadjar.
En France, Gabriel, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté ce matin les mesures du gouvernement contre les violences conjugales. Au total, une quarantaine de mesures ont été prises par le gouvernement et s'étendent sur 3 axes. Le premier a vocation à traiter les violences à la racine dès le plus jeune âge en misant sur l'éducation. Une formation sera désormais obligatoire aux enseignants sur l'égalité entre les filles et les garçons. Chaque année, un conseil de la vie collégienne et lycéenne sera organisé, ainsi qu'un module de formation et de sensibilisation aux violences conjugales dans le cadre du service universel. Le but étant d'éradiquer tout ce qui peut traduire du machisme ordinaire. Le second axe tend à mettre en place le plus haut degré de protection aux victimes et à leurs enfants. Dès les premières violences psychologiques, chaque minute compte, a rappelé le Premier ministre. Pour cela, le 3919, numéro d'appel d'urgence, sera disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. D'autres mesures, comme la confiscation des armes à feu des conjoints violents et la levée du secret médical, seront mises en place. Concernant cette dernière, des discussions sont en cours entre le Conseil national de l'ordre des médecins et le ministère de la Justice afin de permettre aux médecins de signaler des faits de violence sans l'accord de la victime en cas de risque sérieux de renouvellement de celle-ci. Et on va rappeler le numéro d'appel d'urgence disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le 3919. L'Agence de sécurité sanitaire met en garde contre les compléments alimentaires contenant de la berbérine. Elle estime que la sécurité d'emploi de ces compléments qui agissent à partir d'une certaine dose comme un médicament ne peut être garantie. À partir de 400 mg par jour chez l'adulte, selon l'Agence de sécurité sanitaire, ces produits présentent une activité pharmacologique avéreuse sur le système cardiovasculaire, nerveux, immunitaire ou sur le métabolisme. Cela signifie que la berbérine agit comme un médicament et non plus comme un aliment à cette dose, écrit l'agence dans un communiqué qui accompagne la sortie de cet avis. La berbérine est un alcaloïde, un ensemble de molécules d'origine végétale à l'image de la théine ou de la caféine qui se trouve dans l'écorce et les racines des plantes du genre Berberis, l'épine vinette par exemple, mais également d'autres végétaux comme l'hydraste du Canada ou la coptide chinois. En médecine traditionnelle chinoise, elle est utilisée en traitement contre les infections gastro-intestinales, mais en Europe, c'est surtout son action sur le taux du sucre dans le sang qui lui vaut un intérêt naissant, notamment pour réduire les glycémies et la cholestérolémie. On termine avec l'alerte orange aux inondations qui a été levée aujourd'hui dans le Var où la décrue lente se poursuivait. Cela fait suite à un week-end de pluie diluvienne qui ont coûté la vie à au moins 4 personnes et ont provoqué de gros dégâts sur toute la Côte d'Azur. Ce midi, les recherches se poursuivaient toujours pour retrouver 2 personnes. Un homme qui avait pris sa voiture entre Saint-Maximin, la Sainte-Baume et Seillon, source d'argent, samedi, et un septuagénaire porté disparu samedi matin également près de Courdeau à Saint-Antonin-du-Var. Les 2 départements du Var et des Alpes-Maritimes où 500 foyers étaient toujours privés d'électricité ce midi, selon Enedis, ont été touchés entre vendredi et hier par des pluies diluviennes assorties de vagues impressionnantes sur le littoral et de nombreux cours d'eau qui ont débordé. À certains endroits du Var, il est tombé l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie en 24 à 48 heures. Retour en Israël avant de terminer ce journal magazine. Ce matin, Serge Ajdenberg recevait le journaliste Emmanuel Alperine pour commenter la riche actualité politique du moment. Il lui demandait notamment si Benjamin Netanyahou était condamné à abandonner le pouvoir. On écoute la réponse d'Emmanuel Alperine. Je pense que il n'aura pas le choix à moyen terme. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que M. Netanyahou, je vais le dire d'une manière un peu brutale, mais enfin c'est quand même ce qui se passe, s'accroche au pouvoir. S'accroche au pouvoir, ça veut dire tout simplement que quelqu'un d'autre, sans doute dans les mêmes circonstances, aurait tout simplement démissionné, aurait dit, bon maintenant, je suis bien sûr innocent, mais je vais tout faire pour prouver mon innocence, et pour cela je vais consacrer les mois qui viennent, peut-être même les années qui viennent, à prouver devant les tribunaux mon innocence. Or, M. Netanyahou, au lieu d'agir de la sorte, considère qu'on lui a fait un mauvais coup et que, je délivre son expression, il y a eu une tentative de coup d'État judiciaire contre lui. Par conséquent, il conteste totalement l'autorité même, l'autorité judiciaire qui l'a mis en examen.
Et ça crée une situation, bien sûr, extrêmement délicate pour la démocratie israélienne. La traduction immédiate, c'est que le système est paralysé, puisque la Knesset, qui a été élue pour la deuxième fois cette année, est incapable de fonctionner normalement, puisqu'il n'y a pas de gouvernement élu, il y a un gouvernement de transition, un gouvernement dont la tâche est d'expédier les affaires courantes. Et pour le moment, les choses peuvent changer dans les 15 jours qui viennent, tant que la Knesset est encore, la Knesset élue est encore au pouvoir, s'il n'y a pas de nouveau gouvernement, il y aura de nouvelles élections au mois de mars. Donc la 3e fois des élections parlementaires, et cela nous mène à une crise qui va durer encore au moins 6 mois. Est-ce qu'on peut dire que les partis religieux pourraient changer de position? C'est peu probable quand même. Non, c'est peu probable. Ça doit venir du Likoud. Le Likoud, c'est le grand parti, c'est le grand parti de la droite israélienne. C'est un parti démocratique qui procède à des élections, à des primaires. Les primaires auront lieu, vraisemblablement, mais la décision qui a été prise, ou qui semble avoir été prise, des choses peuvent changer dans les jours qui viennent, c'est que ces primaires auront lieu après la dissolution de la Knesset. Avant les élections, mais après la dissolution de la Knesset. Et vraisemblablement, à ce moment-là, M. Netanyahou a toutes les chances de remporter la mise. Encore une fois. Le problème, c'est que certains députés du Likoud craignent, à juste titre, que s'il y a de nouvelles élections, ils vont perdre leur siège. Le Likoud avait 35 sièges aux premières élections de l'année 2019. Il n'en a eu plus que 32 aux élections suivantes. Et il n'est pas impossible qu'après la mise en examen de M. Netanyahou, une partie des électeurs du Likoud décide de voter soit pour M. Gantz, soit pour M. Lieberman, soit pour quelque autre parti, ou peut-être de s'abstenir. Donc il n'est pas impossible que le Likoud perde quelques sièges supplémentaires. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire perdre des sièges? Ça veut dire, de toute façon, on n'arrive pas à constituer un gouvernement, que ce soit de cette manière-ci ou d'une autre. Mais ça veut dire simplement que ces députés ne seront plus députés. Ils viennent d'être élus, ils voudraient rester, ils voudraient poursuivre leur carrière politique. Alors, on peut peut-être imaginer que ces députés, qui sont ce qu'on appelle en anglais les backbenchers, c'est-à-dire ceux qui sont assis sur les sièges au fond de la salle, les nouveaux députés, peut-être pourraient, dans les jours qui viennent, s'associer à cette mini-révolte au sein du Likoud. Mais ce n'est pas l'ADN du Likoud. L'ADN du Likoud, c'est d'être fidèle au leader. Quand même, il y a quelque chose d'intéressant que je dois quand même souligner, c'est que les propos de M. Netanyahou ont été extrêmement violents à l'égard du système judiciaire israélien. Il a accusé les enquêteurs, il a accusé la police, il a accusé le procureur général. Il a terminé son discours jeudi soir par la formule « Il est temps d'enquêter sur les enquêteurs », autrement dit, il met en cause tout le système judiciaire israélien. Et très curieusement, pour le moment en tout cas, personne au Likoud ne l'a suivi sur ce point. C'est-à-dire personne n'a vraiment repris le flambeau en disant « Oui, le système est pourri, le système est pourri ». Quand même, les gens hésitent à se lancer ainsi dans une totale suggestion à la thèse de M. Netanyahou. C'était Emmanuel Alperin au micro de Serge Hachdenberg. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Retour de l'information à 15h avec le Flash. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec les duettistes de l'Écho, une émission présentée par Eric Lewin. Je vous souhaite pour ma part un excellent après-midi à l'écoute de Radio J.